Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait entrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de la classe de 4e et nous sommes ici dans un chapitre d'histoire. Nous avons terminé le thème 1 et ici nous commençons le thème 2, l'Europe et le monde au 19e siècle. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement au chapitre 1, l'Europe de la révolution industrielle. Nous avons vu que le XVIIIe siècle avait été un siècle de transformation sociale, économique, et également de transformation du monde avec des conquêtes, des découvertes. Et nous allons voir que le XIXe siècle est également un siècle de changement, de transformation économique, sociale, politique, et c'est tout ce qui va nous intéresser dans ce chapitre. Donc, comme je viens de le dire précédemment, nous sommes dans le thème de l'histoire, l'Europe et le monde au XIXe siècle. Et ici, nous allons nous intéresser au chapitre 1, l'Europe de la révolution industrielle. Et la problématique à laquelle nous allons nous intéresser est la suivante. Comment la révolution industrielle transforme-t-elle la société et l'économie? Et dans un premier temps, nous allons voir les transformations économiques de la révolution industrielle. Et tout d'abord, de nouveaux moyens de production. La diffusion de la machine à vapeur inventée par James Watt en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, qui fonctionne grâce au charbon, marque le début de l'industrialisation. Le travail artisanal est alors mécanisé car la force de la vapeur d'eau permet d'actionner des machines. On parle d'innovation. De nombreuses autres inventions permettent des progrès techniques tels que la locomotive. Le travail industriel se concentre peu à peu dans les usines où sont regroupées les machines. Les patrons installent leur industrie à proximité des matières premières et des sources d'énergie. Par exemple, dans les pays noirs, pour le charbon indispensable au fonctionnement des machines à vapeur. Dans le même temps, se développent de nouveaux moyens de transport. Le chemin de fer, qui fonctionne à la machine à vapeur, s'étend très rapidement à partir de 1840, d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe. L'utilisation du train modifie les paysages, avec des gares, des lignes de chemin de fer, etc. Les navires à vapeur remplacent les bateaux à voile. La vitesse des transports augmente et leur coût diminue. C'est le début de la mondialisation. Ainsi, les échanges intérieurs et internationaux se développent, surtout entre l'Europe et les États-Unis. Le commerce entre l'Europe et l'Asie se trouve facilité par l'ouverture du canal de Suez. Enfin, cette révolution industrielle s'accompagne également d'un nouveau système économique. Construire une usine ou une voie de chemin de fer, ouvrir une mine, acheter des machines, nécessite des capitaux bien supérieurs à une fortune personnelle. Les entrepreneurs font appel aux banques qui leur prêtent de l'argent ou fondent des sociétés par actions. Les actions s'achètent et se vendent dans des bourses. Ainsi est né le capitalisme industriel et financier. Dans le même temps, cette période voit apparaître des bouleversements sociaux. Et les premiers de ces bouleversements sont l'émigration et l'exode rural. Au XIXe siècle, plus de 60 millions d'Européens émigrent vers d'autres continents, principalement l'Amérique. Ces départs sont causés par la misère que créent les crises économiques et par la persécution politique ou religieuse. Le poids du monde rural diminue. Les paysans commencent à quitter les campagnes pour venir travailler en ville, qui offrent de nombreux emplois dans l'industrie, le bâtiment ou le commerce. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Tous ces bouleversements vont s'accompagner d'une nouvelle organisation de la société. L'exode rural permet aux usines installées en ville de recruter la main-d'œuvre dont elles ont besoin et de nouvelles classes sociales apparaissent, les prolétaires et les bourgeois. Les prolétaires sont des ouvriers qui travaillent dans les usines et les mines, ils sont nombreux et s'installent dans des quartiers ouvriers. Leurs conditions de vie sont difficiles et ils ont de faibles salaires. La bourgeoisie, elle, regroupe les patrons d'usines, les grands marchands, les hommes d'affaires. Ils ont des conditions aisées, possèdent beaucoup de capitaux et investissent dans l'industrialisation de l'Europe. Le XIXe siècle est également un temps de renouvellement des idées qui vient de la société industrielle. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître de nouvelles idéologies politiques.
Avec l'industrialisation, plusieurs idéologies se développent. Au XIXe siècle, le libéralisme économique est l'idéologie dominante. Elle consiste à laisser à chaque entrepreneur la liberté de faire ce qu'il veut en matière économique et de limiter les interventions de l'État. Le socialisme souhaite limiter l'exploitation économique et sociale des ouvriers. À partir de 1848, les socialistes Karl Marx et Friedrich Engels proposent de sortir du capitalisme grâce à la lutte des classes pour créer une société égalitaire et sans propriété privée aux mains des ouvriers. C'est ce qu'on appelle le marxisme. Le XIXe siècle voit également apparaître de nouveaux droits pour les ouvriers. Pour améliorer les conditions de vie et de travail des prolétaires, on organise des grèves. Ainsi, le 21 novembre 1831, à Lyon, les canuts se révoltent pour obtenir une augmentation de salaire. De plus, à partir de 1850, la situation des ouvriers s'améliore. Les députés votent les premières lois sociales. La Deuxième République proclame le droit au travail et crée des ateliers nationaux pour employer les chômeurs victimes de la crise économique. Et en 1884, la France autorise les syndicats. Et c'est ainsi qu'au XIXe siècle, l'Europe est bouleversée par des mouvements de peuples. Dans la première moitié du XIXe siècle, les nationalismes se développent en Europe d'ailleurs. Certains peuples vivent sous autorité étrangère et revendiquent leur indépendance. On parle de mouvements nationaux. D'autres, comme les Italiens ou les Allemands, sont divisés en plusieurs États. Ces peuples souhaiteraient constituer un seul État-nation. Mais cette volonté remet en cause les frontières du Congrès de Vienne de 1815. En 1848, l'Europe est secouée par une série de révolutions. C'est le printemps des peuples. Les peuples réclament des libertés et le droit d'exister en tant que nation. Mais partout, les rois rétablissent l'ordre. Donc cette vidéo touche à sa fin. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris durant mon exposé, je vous invite à consulter le vocabulaire ici présent et à passer directement aux activités proposées dans le plan de travail. Maintenant que vous avez bien perçu tous les enjeux du chapitre, vous allez pouvoir vous saisir du plan de travail mis en ligne sur Periscola. Et si vous choisissez le niveau débutant, vous allez donc vous saisir des activités obligatoires. Donc dans un premier temps, enquêter pour comprendre le développement du chemin de fer, puis étudier les nouvelles idéologies politiques. Ensuite, vous allez pouvoir comprendre la notion d'industrialisation. Et enfin, vous intéresser au phénomène de l'émigration. Si jamais vous décidez de choisir le niveau intermédiaire, à toutes ces activités s'ajouteront celles de l'évolution de la ville de Paris, à travers les travaux haussmanniens du XIXe siècle. Et si jamais vous êtes vraiment très motivé et que vous souhaitez travailler également à la maison, vous allez donc choisir le niveau expert et pouvoir enquêter sur l'année 1848, qui est celle du printemps des peuples. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous rendre sur Periscola pour accéder à l'ensemble des activités et des documents. Vous pouvez suivre l'actualité de la salle 109 en vous abonnant à la chaîne YouTube, mais également au compte Twitter. Et moi je vous dis à bientôt.